Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je reçois BP De Vicenti, avec qui on va parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser. Mais tout d'abord, BP, je te laisse te présenter. Bonjour Julie, merci beaucoup de m'avoir invité pour ton nouveau podcast, hein. Ça me fait très plaisir. Par rapport à moi, BP De Vicenti, j'ai quelques années, 45 ans. Je vis en Suisse depuis maintenant bientôt 16 ans. Mais comme tu peux l'entendre depuis mon accent, je suis suisse-allemande. Oui, je suis italien. Non, je suis italien. Ben, c'est parce que je me disais bien que je pensais que tu es italien. Non, je suis italien, mais je vis en Suisse depuis maintenant 16 ans. Okay. Et j'ai un parcours, une formation qui touche un peu tout ce qui était loyalty, customer, CRM d'abord, hein, et après ça évolue dans Customer Experience Management. C'est qui m'a fait connaître ce domaine il y a 10 ans. Et depuis 7 ans, je travaille dans ce domaine en tant que managing partner d'une société que j'ai fondée avec une deuxième personne. Et depuis là, je m'occupe que de Customer Experience avec plein de clients en Suisse. OK, parfait. Et qu'est-ce que tu fais en particulier? En particulier, on fait un peu tout, hein, dans le domaine de la Customer Experience. Moi, j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est design des processus, tout ce qui est service blueprint, design de processus, c'est vraiment analyse, etc. Mais aussi KPI. Donc, je suis souvent dans des projets qui s'occupent de mettre en place des KPI, choisir les bons KPI, définir le framework dans lequel on va les analyser, etc. OK. Alors, parfait. Donc, du coup, ça nous intéresse vraiment parce que notre sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment s'intéresser aux indicateurs de performance. Et BP, comme un expert, va nous expliquer un peu pourquoi, en premier, c'est important d'avoir des indicateurs de performance. Avec plaisir. C'est que je raconte toujours parce que j'ai la chance de faire aussi des formations pour des jeunes des écoles d'économie en Suisse. OK. Et quand je présente quand même les KPI, j'explique toujours, j'ai une phrase que j'adore, c'est de Peter Drucker, et il dit « If you can measure it, you can't improve it ». Exact. Donc, déjà, le fait de fixer des KPI, des indicateurs de performance, ça nous permet de savoir comment est cette performance et si c'est nécessaire d'y intervenir. Et donc, ça, c'est déjà la base avec laquelle on commence, hein. Donc, l'indicateur, on le fixe parce qu'on veut savoir quelque chose. Et après, en ce qui concerne le CX, nous, on a des challenges qui sont un peu particuliers. Dans la Customer Experience, on sait que c'est compliqué de montrer le return on investment. Ou comme le retour sur investissement, oui, effectivement. Exact. Comme il appelle très bien James Dawkins, le ROXI, hein, le return on experience investment. Ouais. Donc, il a effectivement raison. Et c'est compliqué pour le métier, c'est de dire, OK, tu es en train d'investir X milliers de dollars, francs, etc. Qu'est-ce que ça nous revient en retour? Et une des choses plus simple à mesurer, c'est la satisfaction des clients, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même 3-4 indicateurs d'expérience client qui sont standards et qu'on conseille de suivre, mesurer, toujours selon un peu le domaine d'activité. Mais il y en a 3 ou 4 sur lesquels on est plus ou moins tout d'accord et on dit, celle-là, il faut le suivre. Parfait. Effectivement, il y en a donc quelques-uns qui sont comme primordiaux et après ça, l'entreprise peut personnaliser. Alors, ces KPI, donc ces indicateurs de performance qui sont primordiaux, donc que tout le monde utilise de façon principale, ce sont lesquels? Alors, le plus connu et sur lequel il y a le plus de débat, c'est le NPS. Oui. Net Promoter Score. Oui. Il y a très peu qui l'aiment, semblerait-il, et en même temps, il y a tout le monde qui le mesure. Donc, disons que le NPS, il reste un très bon indicateur pour moi
avec deux conditions. La première, c'est que déjà, on pose la question pourquoi, ouverte, hein, avec l'indicateur. La deuxième, c'est qu'on décide de l'utiliser si ça fait vraiment du sens dans le domaine où on est. Ouais. Pourquoi l'NPS a une particularité, c'est benchmarkable. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Ah, je ne sais pas comment le dire en français. Il nous comprend. Hein. Si on peut le mesurer avec une moyenne qui existe déjà aussi. Tu peux te comparer à ta concurrence, tu peux te comparer au domaine, au marché, au pays, etc. Donc, à cet avantage vu que tout le monde le mesure. Ouais. Et souvent, on trouve les valeurs des autres. Donc, c'est à cet avantage-là. L'autre, qui pour moi, c'est un incontournable, c'est le CSAT, donc le Customer Satisfaction Score. Mm-hmm. Et celui-là, on le connaît de plus en plus grâce aux étoiles et aux sondages transactionnels qu'on reçoit dans nos boîtes email. Mm-hmm. Et celui-là, pour moi, il est beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Déjà parce que, faisons une hypothèse. Hein, je ne sais pas, est-ce que tu aimes parler d'assurance autour de toi? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne sais pas, après, peut-être tu es Apple fan, est-ce que tu aimes parler de Apple ou je ne sais pas, vraiment, tu aimes ta Tesla, tu aimes parler de ta Tesla? Oui, beaucoup de parler de Tesla. Exact. Donc, tu as envie de recommander Tesla, très probablement, parce que tu es fan de Tesla. Mais est-ce que de l'assurance, tu as envie de la recommander? Très peu souvent. Et en même temps, par contre, tu es satisfait de tes assurances. Oui. Sinon, tu les aurais quittées. Oui. Donc, pour moi, si je travaille dans le domaine de l'assurance, j'ai beaucoup plus d'intérêt à connaître la satisfaction de mes clients plutôt que leur propension à me recommander. Exactement. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut le calibrer aussi dans le domaine où on se trouve. Mais la satisfaction, elle est parlante. Uh-huh. Tesla a autant d'intérêt de savoir s'ils sont satisfaits ses clients comme l'assurance qui te propose une assurance maladie ou autre. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un autre incontournable. Et après, il y a encore deux au moins que j'essaie toujours de conseiller selon le type de sondage qu'on veut mettre en place. C'est le Customer Effort Score. Uh-huh. Surtout dans le digital, je le trouve très intéressant, mais ça peut être aussi très intéressant dans tout ce qui est administratif, effort à accomplir pour arriver à certains objectifs. Uh-huh. Et ça, c'est très intéressant, surtout en transactionnel. Et un autre que j'aime bien, et surtout dans des sociétés qui aiment se profiler plus, c'est le Customer Expectation Score. Okay. Et donc, demander au client, est-ce qu'on a rempli tes attentes, on a réussi à livrer ce que toi t'attendais de nous, ou même on a dépassé ça. Ouais. Et quand tu veux te profiler quand même par rapport à ta concurrence, le fait de dépasser les attentes des clients, ça peut être un bon indicateur à mesurer. Ouais, effectivement. Alors, à ce moment-là, là, on a parlé de ces quatre principaux-là. Je vais revenir un peu sur le NPS. Est-ce que parce que tu me disais au départ que il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y en a d'autres qui l'aiment pas du tout. Est-ce que le problème qu'on a généralement avec le NPS, c'est pas que on ne sait pas généralement dans quel moment on doit l'utiliser plutôt. Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui demandent est-ce que vous nous recommanderiez, alors que ça fait pas vraiment de sens de demander ça. Donc, est-ce que tu peux revenir encore un peu sur cette différence entre le fait que le NPS est un peu plus particulier dans la manière dont on doit l'utiliser? Oui. Bon, alors, pour moi, la particularité de l'NPS, c'est exactement ça. C'est le fait que est-ce que tu veux vraiment recommander un produit et la difficulté dans certains domaines de vraiment stimuler les clients à recommander un produit. Après, ça dépend aussi comme les clients y répondent. Parce que c'est clair, si on est neutre, on n'analyse pas, on ne se pose pas trop de questions, même à l'assurance, si l'assurance nous demande si on veut la recommander et on est insatisfait avec eux, on peut dire potentiellement oui, je te recommanderai. Mais en même temps, je le fais pas probablement. Donc, je te donne un 8 parce que de toute manière, oui, je te recommande, je suis satisfait avec toi, mais je le fais pas vraiment. Ou il y a les autres qui te disent non, je te donne un 4 parce que la probabilité que je te recommande est très faible parce que je vais jamais parler, mais je suis content avec toi, hein, tu dois pas t'inquiéter. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que je vois dans l'NPS, c'est la façon dont il est calculé.
Qu'est-ce que ça signifie? Les fameux 7 et 8 de l'MPS, c'est ce qu'on appelle les passives. Oui. Et on les exclut du calcul du score. Hein. Parfois, quand tu donnes un 8 sur une échelle de 0 à 10, tu es quand même sur un niveau très élevé d'évaluation. Et je trouve très dommage de dire c'est qu'ils ont donné un 8, c'est des passives. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas? Si on réfléchit combien de fois sur une échelle de 1 à 5, on donne un 4, on est quand même pas mal satisfait. Et si on donne une échelle de 0 à 10, on donne un 8, on est pas mal satisfait, pas mal content. Donc, pourquoi dire c'est les passifs, on les exclut? Ce qui arrive jusqu'au point, et malheureusement, je ne peux pas te la montrer, mais j'ai une photo que j'ai prise dans un supermarché en Italie. À l'entrée du supermarché, on ne dira pas la marque, mais c'est une marque, une chaîne très connue dans tout le monde d'origine française. Ils avaient mis un panneau qui disait « Cher client, potentiellement tu vas recevoir un email qui te demandera si tu veux nous recommander. Et sache que c'était très content. Tu dois nous donner un 9 ou un 10. Oh my God, OK. Parce que 7 et 8, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Okay. Donc, on est au point qu'on stresse les sociétés à attendre ce 9-10 et qui on biaise complètement le sondage. Est-ce que d'avoir absolument un 9 ou un 10, ça veut dire réellement quelque chose quand tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de mesurer? Parce que oui, tu peux avoir un parce que moi, j'ai déjà vu des entreprises tu finis par avec un agent au téléphone et t'envoies le NPS. Tu notes quoi à ce moment-là? Est-ce que tu notes l'appel avec l'agent que tu as eu ou tu notes l'entreprise et ta capacité de la recommander? Donc, c'est vraiment important le moment où on l'envoie et puis la raison pour laquelle on l'envoie aussi. C'est un super point, ça, Julie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je ne recommande jamais, ou quand même, sauf si c'est vraiment bien tourné la question, je ne recommande jamais de le mesurer en transactionnel. J'ai utilisé ce mot-là 2-3 fois, peut-être juste pour le bien expliquer. Quand je parle d'indicateurs transactionnels, c'est les indicateurs qui se passent droit derrière l'interaction. Donc, c'est la mesure, elle se passe droit derrière l'interaction. Et quand je parle de relationnel, c'est des sondages qui sont faits une fois par année, une fois chaque 2 ans, et qui invitent le client à réfléchir sur l'ensemble de la relation et du parcours. Et donc, moi, je dis toujours, dans un sondage relationnel, l'NPS fait du sens. Pourquoi? Parce que tu lui as fait réfléchir sur comment tu as fait ça, est-ce que tu es satisfait de ça, du produit, de support, etc. Et à la fin, tu dis, et maintenant que tu as réfléchi à tout ça, et là, je trouve que ça fait du sens. Mais justement, comme tu dis, toi, à la fin d'un call avec un call center, qu'est-ce que je recommande? Je recommande l'agent. Exactement. Donc, chez Ami, chez client, si vous appelez cette société-là, appelez seulement Monsieur X, parce que lui, il est ça. Oui, je recommande Monsieur X. Exact. Donc, tu vois, c'est compliqué. En même temps, je dis aussi une autre chose. À la fin de ton podcast, tu pourrais quand même, en transactionnel, tu pourrais poser la question, est-ce que vous recommanderez ce podcast? Pourquoi? Parce que quand même, tu as bien précisé la question. Tu ne vas pas demander, vous recommanderez le gars avec la barbe qui est intervenu avec moi dans le podcast. Mais tu demandes du podcast. Et de deux, ils peuvent vraiment réfléchir au podcast comme produit. Exactement. Et le produit, effectivement, tu peux le recommander même en transactionnel. Tu viens de le voir et tu le recommandes. Tu viens de faire un séjour dans un hôtel et tu le recommandes. Exactement. Tu viens de manger dans un resto, tu le recommandes. C'est plutôt lié à un côté un peu plus expérientiel, mais dans un call center, ça ne fonctionne pas. Donc, s'il vous plaît, comme on vous le dit, choisissez le bon moment pour poser vos indicateurs de performance. Alors, là, maintenant, on a parlé de ces 4 principaux. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, mais comment une entreprise choisit lesquels elle va mettre en place? On l'a dit, hein, ça dépend du domaine, ça dépend des possibilités qu'on a, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Parfois, on arrive, il n'y a encore rien. Donc, moi, je dis, c'est lié toujours à
à la réflexion CX globale. Et je propose souvent de se dire, va mesurer déjà ce qui est un peu plus critique. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est critique dans ton parcours client, déjà, la première chose, la plus simple, peut-être, c'est de faire un sondage relationnel. Et donc, tu mesures l'ensemble, tu identifies tes points critiques dans le parcours et derrière, tu fixes des mesures particulières, transactionnelles, là où fait mal. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une approche. L'autre, c'est est-ce qu'on connaît déjà, on a fait déjà plein d'analyses, etc. Donc, c'est de voir, la première chose, c'est de voir à nouveau les points critiques, mais derrière, c'est d'ajouter une couche que j'appelle d'indicateurs opérationnels. Et c'est des indicateurs qui t'aident à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et non seulement la satisfaction, non seulement l'NPS, mais vraiment aussi au niveau opérationnel, le temps d'attente au téléphone. Donc, à l'interne. Exact. C'est des indicateurs qui sont plutôt internes, par contre. Ce ne sont pas envers le client. Et donc, ça dépend aussi du degré de maturité de l'entreprise. Mais c'est sûr, la première chose, c'est de réfléchir au parcours et voir là où on a des points critiques. Et si on ne sait pas, le plus simple, c'est de faire un sondage. Parfait. Après, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. OK. Non, je te disais juste, on pense toujours à des sociétés, des entreprises avec beaucoup de clients. Mais prenons ma réalité, par exemple, je suis dans une société qui a quand même un nombre restreint de clients. Et j'ai pas besoin de faire un sondage. C'est qu'on peut aussi faire, si on a un autre type de réalité, c'est d'aller avec une structure d'interview et de parler avec les gens tout simplement et après de noter et prendre note de questions. Là, on n'est plus dans des indicateurs classiques, quantitatifs, mais en même temps, ça nous permet aussi de savoir quels sont les points critiques si on souhaite. Donc, ça vaut pour tout le monde. C'est intéressant que tu dis ça parce que les indicateurs, même qualitatifs, sont importants aussi. Je veux dire, oui, on a les quantitatifs, mais il y a quand même cette capacité de savoir exactement, d'après ce qu'on entend, c'est quoi les mots qui ressortent, c'est quoi les impressions qui ressortent le plus, aussi travailler sur ces éléments-là. Absolument. Parce que c'est une autre possibilité qu'on a. Si on a commencé à définir nos parcours clients, on ne sait pas encore quels sont vraiment les points critiques. Bon, déjà, on a les inputs des employés. Il nous permet de dire, ce point-là peuvent potentiellement être critiques. Après, on peut les confirmer avec les clients en qualitatif. Et pour finir, derrière, on peut aller mesurer avec des sondages, des sondages faits ad hoc pour ça. Wow. Écoute, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mon Dieu, écoute, déjà en partant, je trouve que c'était une très, très belle base parce que les indicateurs, les principaux ont été mentionnés. Comment faire à la base, commencer, et même si on a déjà commencé, comment structurer pour continuer au niveau de l'entreprise. C'était bien expliqué là. Je te remercie 1000 fois, c'était vraiment passionnant. Alors, c'est notre dernier épisode pour l'année 2021, mais on se retrouve quand même, en 2022. On va commencer à la mi-janvier en 2022. Alors, je vous remercie à tous de nous suivre et puis, on passe de belles fêtes. Merci, Bipé. Belle fête. Ciao, Julie. Merci à toi.